Bonjour à tous. Alors, deuxième vidéo de cette série sur les alimentations. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux fonctions redressement et lissage. Donc un petit peu plus en détail, on va voir, comme vous pouvez l'avoir sur la présentation ici, surtout deux familles de composants, qui vont être les diodes dans un premier temps pour les fonctions redressement, et les condensateurs pour les fonctions lissage. Allez, sans plus attendre le plan de cette leçon. Donc en premier, on va voir un petit peu un rappel sur le fonctionnement de la diode, qui va nous permettre de comprendre la suite, et on se penchera ensuite sur la fonction redressement liée à l'utilisation de ces diodes. On verra ensuite le condensateur, donc encore une fois un petit rappel rapide de comment ça fonctionne, et ça nous amènera à la fonction lissage. Allez, tout de suite et sans plus attendre, un rappel sur la diode. Donc la diode, on en a deux qui sont dessinés ici, et on retrouve le symbole en haut. Alors comment retrouver l'anode de la cathode sur le symbole? Petit moyen mnémotechnique, la cathode, on entend le son K, et si on regarde depuis le sens de la cathode, on retrouve la forme du K. Ça vaut ce que ça vaut, chacun trouvera ça comme il le souhaite. Donc si on reprend le symbole, on a donc l'anode et la cathode, on se retrouve avec en fait une flèche et un mur, si on doit simplifier son fonctionnement. Ce fameux mur, ce trait est souvent matérialisé sur le composant en lui-même. On le retrouve ici. On l'a polarisé, pourquoi? Parce que le fonctionnement d'une diode, il est comme suit, c'est qu'elle ne laisse passer le courant que dans un sens. Donc il faut qu'on ait un potentiel supérieur sur l'anode que sur la cathode pour avoir le courant qui circule. Donc si on est dans le sens de la flèche, ça marche. Si on arrive en sens inverse, on bute sur un mur et le courant ne passe plus. On dit qu'il faut que la tension VAK soit positive pour que la diode soit passante. On va voir ça tout de suite sur la courbe de caractéristiques. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette courbe de caractéristiques? Eh bien on se retrouve avec la tension VAK en abscisse et le courant qui traverse la diode en ordonnée. En rouge, c'est la courbe de caractéristiques typique d'une diode. Donc quand on va être dans cette zone où VAK est négatif, donc on va avoir un potentiel supérieur sur K que sur A, et bien sur la cathode donc on aura un plus et un moins sur l'anode, et bien on sera dans ce qu'on appelle une polarisation en inverse, et dans ce cas-là on peut voir que eh bien le courant est à zéro, le courant ne passe pas. La diode est dite bloquée, elle est comparable à un interrupteur ouvert. Par contre, si on vient la polariser dans l'autre sens, donc on a une tension supérieure, un potentiel supérieur sur l'anode que sur la cathode, donc un VAK positif, dans ce cas-là on dit qu'elle est polarisée en direct, et ici on peut voir que le courant circule à peu près normalement, en fait. On dit qu'elle est donc ouverte, elle est assimilable à un interrupteur fermé. La diode est passante. Petit point particulier, la VIP ici, qui est la tension de pointe, tension inverse de pointe. Si on vient de l'atteindre, cette tension, eh bien tout simplement, on va forcer la diode à quand même laisser passer le courant. C'est-à-dire qu'une diode va pouvoir bloquer le courant si elle est polarisée en inverse, mais jusqu'à un certain point. Au-delà de ce point, eh bien elle va ouvrir les vannes et le courant passe en force. On peut aller jusqu'au claquage de la diode qui sera complètement détruite. Autre point, si vous regardez bien ici, tout en bas, eh bien, c'est pas quand on passe le zéro que le courant commence à passer, c'est un petit peu après. Alors, cette petite tension, on appellera ça la tension de seuil. C'est la tension minimum qu'il va falloir appliquer aux bornes de la diode pour la rendre passante. En dessous de ce seuil, en fait, elle sera toujours bloquée. Donc en fait, on va parler de polarisation en inverse, non pas jusqu'à 0 volts, mais jusqu'à la tension de seuil. Alors elle est très faible cette tension, la plupart du temps elle est à 0,6 volts sur les diodes qu'on utilise, donc c'est très très bas. Néanmoins, c'est à prendre en considération dans nos calculs. Donc, comment on va pouvoir utiliser la particularité de ce composant? Ça laisse passer le courant que dans un sens, si elle est polarisée correctement. Eh bien en fait, on va avoir une tension d'entrée qui va rentrer dans notre redressement, donc cette tension d'entrée, elle est sortie du module d'adaptation, et donc elle est toujours alternative. Eh bien nous, ce qu'on va vouloir sortir, c'est ne sortir que les alternances
positives, ou que les alternances négatives, au choix. Donc ça va être un premier modèle, qu'on appellera simple alternance, puisque vous voyez, on ne garde qu'une alternance et on bloque la deuxième, d'accord, c'est ce qu'on obtient ici. Et on va avoir un autre modèle possible, c'est-à-dire qu'on va retourner une des deux séries d'alternance. Donc on va garder, alors là dans notre exemple, on ne garde que les négatives, et les alternances positives sont rebasculées en négatif aussi. Donc là, on ne perd absolument plus d'énergie, mais tout est du même côté. On va donc avoir, ici on avait un U moyen qui était à 0, maintenant on voit que le U moyen est différent de 0. On a fait ce qu'on appelle le redressement. Alors comment on va réaliser ça? Eh bien tout simplement, on va venir, dans le cas de la simple alternance, tout simplement brancher une diode. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand ici je vais avoir mon alternance positive, je vais avoir du plus ici et du moins ici. Eh bien avec le plus ici, hop, ma diode devient passante, j'ai donc une tension ici qui correspond uniquement à 0,6 volts, et donc ma tension US va être égale à ma tension U, moins mes 0,6 volts que j'ai ici. Et quand je vais passer sur l'alternance négative, mon plus va passer par ici, je vais donc avoir un plus ici, ma diode va être bloquée, on va être considéré comme un interrupteur ouvert, et dans ce cas-là, toute la tension va se retrouver aux bornes de ma diode, et je n'aurai absolument plus de tension aux bornes de ma résistance d'utilisation. Sur des courbes, ça nous donne ça. On a donc notre tension d'entrée, on voit ici les alternances positives, négatives, positives, ok, avec notre période qui couvre ici. Alors on donne un exemple à 20 millisecondes, c'est pour le 50 Hz du secteur. Ma tension de sortie, donc on voit que sur les alternances positives, hein, on est sur ce schéma-là, sur les alternances positives, ma diode est passante, donc la tension peut se reporter sur mon utilisation, et par contre, quand on arrive sur l'alternance négative, à ce moment-là, toute la tension se retrouve aux bornes de ma diode, et je n'ai plus de tension aux bornes de ma charge. Et on repart sur un cycle suivant. Donc si on regarde, eh bien effectivement, on a maintenant un U moyen qui est différent de 0, d'accord, aux bornes de ma charge, et par contre, la période, elle, n'a pas bougé, on a toujours une période équivalente. On va avoir une alternance, puis 0, puis une alternance, etc. Le calcul de ce U moyen va se faire avec la formule ici. Donc on a US moyen est égal à plus ou moins U max sur pi. Alors plus U max si on prend les alternances positives, et ce sera moins U max si on prend les alternances négatives, tout simplement. Maintenant, on va complexifier un petit peu le travail, et on va passer avec le pont de Gretz. Le pont de Gretz, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un montage de 4 diodes, comme on peut le voir ici, qui va nous permettre cette fois-ci de redresser réellement les alternances qui ne nous intéressent pas. Dans le cas précédent, si on revient un petit peu dessus, ici, vous voyez que on a toute cette énergie ici qui est perdue, qui est absorbée par la diode. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est que cette énergie, plutôt qu'elle soit perdue et absorbée par la diode, eh bien qu'on la retrouve dans la charge. Eh bien c'est ce qu'on fait ici. Donc vous voyez ce type de montage où j'ai la sortie de mon secondaire. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir mon alternance positive, donc je vais avoir du plus ici. Quand mon plus arrive au point A, cette diode-là donc va être bloquée, celle-là va être passante, je retrouve mon plus qui vient se reporter ici, il va pas pouvoir partir par là puisqu'il est bloqué, et donc il arrive aux bornes de ma charge. D'accord? Il traverse ma charge, et il revient ici. Ici, il va pas pouvoir repartir par là, puisque mon potentiel ici est encore inférieur à mon potentiel ici, d'accord, puisqu'on a prélevé la tension aux bornes de ma charge. Donc, on va repasser par celle-ci, qui est passante, et on va arriver ici. Donc vous voyez, on suit le circuit rose, en fait, sur l'alternance positive. Et quand j'arrive aux alternances négatives, eh bien dans ce cas-là, c'est l'inverse. À la sortie de mon secondaire, je vais avoir mon plus qui va arriver au point C. Au point C, même chose que tout à l'heure. Là, on est bloqué, mais là, on va être passant. Et vous voyez qu'on arrive sur la charge par le même endroit. Donc ici, j'aurai toujours du positif sur ma charge, et ici, j'aurai toujours du négatif. Et on va la traverser, et cette fois, on arrive ici. Et là, comme on a toujours un potentiel supérieur ici à ici, eh bien cette diode reste bloquée. Et donc on va passer par celle-ci qui devient passante, et on revient sur notre secondaire. Donc sur des courbes, ça va nous donner quoi? Eh bien ça va nous donner tout simplement que nos alternances positives vont bien être transmises à notre charge, et que les alternances négatives vont être aussi transmises à notre charge, mais inversées. Donc aux bornes de notre charge, on va avoir cette fois-ci uniquement des alternances positives, et si on observe bien, du coup on aura un US moyen qui sera supérieur à la simple alternance, puisque tout à l'heure on avait 0 ici, donc forcément là on augmente notre US moyen, et ce qui nous intéresse aussi,
ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que du coup, notre fréquence, elle, est multipliée par 2, puisque la période est divisée par 2, puisque chaque alternance ressemble à la précédente, indifféremment positive ou négative sur la charge. Le US moyen, comme je vous le disais, est supérieur au montage à simple alternance. Eh bien, il est supérieur de combien? Eh bien, tout simplement 2 fois supérieur. On retrouve donc la même formule que précédemment, agrémentée d'un facteur 2. Ça, c'était pour la fonction redressement. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à la fonction lissage, qui viendra se brancher directement derrière le redressement. Et pour le lissage, on va utiliser un condensateur. Pour rappel, le condensateur est assimilable à un réservoir qui va se remplir quand on va le polariser, et quand on n'aura plus de tension à ses bornes, ou qu'on aura une tension à ses bornes qui sera inférieure à celle que lui il aura accumulée, eh bien il va se décharger. On retrouve la courbe de charge qui est comme ça, donc vous voyez que pendant un premier temps là ça monte, et puis ça monte de plus en plus doucement, jusqu'à atteindre la tension qu'on lui a appliquée à ses bornes. De la même façon, pour la décharge, hop, il se décharge très vite au départ, et puis il ralentit un petit peu. Mais vous voyez que si je lui applique 0, bah lui, pendant un certain temps, il va garder quand même une certaine tension à ses bornes. Et bien c'est cette courbe de décharge qui va nous intéresser. Dans la fonction lissage, justement, on retrouve en entrée de notre fonction lissage la tension qu'on avait à la sortie du redressement. À savoir, là on a pris un redressement double alternance, donc on a beaucoup d'alternances comme ça, on passe à 0, à 1 max, etc. Donc on a bien une tension moyenne, mais nous ce qu'on veut, c'est atténuer un petit peu ces hauts et ces bas là. Si on pouvait avoir quelque chose d'un petit peu plus rectiligne, ça nous arrangerait. Donc c'est ce qu'on va chercher à obtenir avec le lissage. Et bien le lissage va se réaliser grâce à des condensateurs, et donc on va avoir le condensateur qui va être chargé sur la phase montante, et en fait, quand notre alternance va commencer à descendre un petit peu ici, eh bien le condensateur, lui, va restituer de l'énergie qu'il a accumulée, et donc il va descendre plus doucement. Et donc il ne redescendra pas jusqu'à 0, puisqu'à ce moment-là la tension aura remonté, et il va pouvoir recommencer à se charger. Donc vous voyez que on a quelque chose d'un petit peu plus propre, un petit peu plus lisse. C'est le principe du lissage. Alors où on va venir intégrer notre condensateur? Eh bien tout simplement en parallèle à la charge. Donc en fait, on retrouve exactement le même principe que tout à l'heure. On va avoir le condensateur qui va se charger sur les alternances positives, d'accord, avec une certaine tension qui va être, elle, envoyée, d'accord, la tension aux bornes de la charge va être la même que la tension aux bornes du condensateur, et c'est le condensateur qui va imposer sa tension, du coup. Donc on va avoir le condensateur qui va se charger sur les alternances positives, et sur les alternances négatives, eh bien le condensateur va restituer sa charge. Donc du coup, on va avoir une descente qui va être moindre que précédemment. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc on a bien à la sortie de notre secondaire notre tension alternative, et en fait on a virtuellement le redressage ici, puisque le redressage n'apparaîtra plus, et on se retrouve avec notre décharge de condensateur qui se recharge, qui se redécharge doucement, qui se recharge, qui se redécharge doucement, etc. etc. Vous voyez que du coup on se retrouve avec vraiment quelque chose qui commence à être beaucoup plus droit, beaucoup plus continu. Alors on va faire un petit focus un petit peu sur cette courbe, puisque ça va être une des caractéristiques de la fonction lissage. Donc si on regarde bien, on va avoir notre pic ici qu'on appellera Umax, la tension maximum aux bornes du condensateur. On va avoir le pic ici qui sera la tension minimum aux bornes du condensateur. Et donc la différence entre les deux, c'est ce qu'on appellera le delta US, donc la variation entre le max et le min. Et on aura un calcul aussi de tension moyenne. Alors comment on mesure un U moyen sur une tension alternative? Eh bien tout simplement on branche un multimètre en continu, et ça va nous donner la valeur moyenne. Eh bien le rapport entre cette variation min-max et le U moyen, c'est ce qu'on va appeler le taux d'ondulation, c'est-à-dire la variation divisée par le U moyen qu'on multiplie par 100 pour avoir un ratio, un pourcentage. Et ce taux d'ondulation, le but du jeu, ça va être qu'il soit le plus faible possible, c'est-à-dire qu'on ait un tout petit US par rapport au US moyen. Un tout petit delta US, d'accord, que ça varie le moins possible. Et moins ça variera, plus on se rapproche d'une tension continue. C'est ce qu'on cherchera à obtenir. Alors comment on va pouvoir jouer là-dessus? Eh bien tout simplement
en jouant sur ces trois facteurs. La charge du condensateur, ça se fait à travers un circuit qu'on appelle RC, donc un assemblage d'une résistance et d'un condensateur. Le oméga, c'est la pulsation, c'est donc la fréquence. Eh bien, on s'aperçoit que si on augmente la valeur de la résistance, le condensateur va se décharger plus lentement. Donc comme il se décharge plus lentement, on aura forcément un U-min qui sera plus grand. Donc on aura un delta US qui sera plus petit. Si on augmente la charge du condensateur, encore une fois c'est pareil, il aura une valeur, en fait, une quantité d'énergie qui sera suffisante, et donc il va se décharger plus lentement lui aussi, et donc encore une fois on aura un U-min qui sera supérieur. Et si on augmente la fréquence, c'est-à-dire que si on revient très vite rechargé, eh bien vous voyez que du coup, hop, c'est ce qu'on va venir faire avec le pointeur de la souris ici, eh bien encore une fois le U-min lui va diminuer aussi. Donc en jouant sur l'un de ces trois facteurs, on va venir augmenter, en fait, on va venir diminuer notre delta US, donc améliorer notre taux d'ondulation. On va chercher donc à ce que ce R fois C fois oméga soit très supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il soit le plus grand possible, pour avoir le meilleur taux d'ondulation possible. On peut le voir là par exemple, c'est quelque chose que vous ferez en TP, on peut le voir avec des condensateurs de valeurs différentes, on a le même redressement, d'accord, on obtient la même courbe de redressement, mais avec un gros condensateur, vous voyez que la décharge se fait lentement, avec un plus petit, et se fait beaucoup plus rapidement. On va donc avoir un U-min qui va être plus petit dans le deuxième cas, donc un delta US qui va être plus grand, et donc du coup un taux d'ondulation qui va être supérieur. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Vous voyez qu'elle est assez rapide quand même, et assez simple à comprendre. Ce qui nous a permis, si on vient de l'associer à notre fonction adaptation vue précédemment, d'avoir le secteur, dont on va changer la valeur de tension en fonction du nombre de spires du primaire et du secondaire. Cette tension, une fois qu'on l'a un petit peu baissée, eh ben on va venir la redresser, puis la lisser, pour avoir dans notre charge, non plus un circuit alternatif ici, mais vraiment avoir quelque chose qui ondule très très peu, quasiment continu. Ce quasiment continu, on va le faire disparaître, le quasiment, dans la prochaine leçon et dans la suivante, en utilisant cette fois-ci un étage de stabilisation ou de régulation, selon le type d'alimentation qu'on aura choisi. Donc la prochaine fois on verra la stabilisation, et je vous dis bonne révision.